Bonjour, le but de cette petite vidéo est de vous présenter le système de gestion de version Git dans le contexte des développements de projets pour microcontrôleurs. Mais avant d'aborder cette méthode ultra moderne, je vais faire un petit retour en arrière dans le passé, car pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Donc je vais vous résumer comment on recommandait de procéder avant d'avoir Git. Pour ça, je me suis mis dans une ambiance vintage, comme vous pouvez le voir. Je suis dans les sous-sols de l'INSA. Derrière moi, ça doit être, je crois, le serveur de l'application Moodle. C'est bien ça? Donc voilà, autrefois, on recommandait d'archiver les projets dans un dossier avec une archive comprimée pour chaque étape du projet, éventuellement un fichier texte qui explique la nature de chacune des étapes. Bon, ça c'est bien pour un archivage final de projet, mais on peut avoir besoin de faire des sauvegardes intermédiaires en cours de travail. Donc ça ressemblerait plutôt à ça. Donc là, on a beaucoup d'étapes intermédiaires pour chaque étape du projet. Le but de ces sauvegardes intermédiaires, c'est d'une part de se protéger contre les pertes éventuelles de données, ou aussi de pouvoir s'interrompre et reprendre plus tard, par exemple, dans le but de pouvoir passer à un collaborateur le projet en l'état, même si une étape n'est pas terminée. Bon, ça pouvait fonctionner très bien, si c'était mené avec une discipline suffisante, mais ça nécessitait un effort assez constant pour maintenir toutes ces archives en état. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous sensibiliser à la distinction qu'il faut faire entre les fichiers temporaires et les fichiers qu'on doit conserver. Pour cela, je prends comme exemple un petit projet que je vais ouvrir dans l'IDE Keil. Voilà, je vais tout compiler et je vais lancer une petite séance de debug, faire tourner le programme. Bon, peu importe ce qu'il fait, je suis content du résultat. Je quitte ma session de debug. Et voici dans quel état est le répertoire de mon projet. Un grand nombre de fichiers temporaires ont été créés, des répertoires aussi. Si j'essaye de faire une petite évaluation de tout cela, je vois ici « 45 fichiers, 5 dossiers pour un encombrement total de 272 kg. OK. Un bon IDE doit me donner la possibilité de nettoyer le projet. Donc je vais ici chercher une commande qui s'appelle Clean Targets. Deleting intermediate output files for target simu. OK. Donc là, j'espère qu'il m'a nettoyé tous les fichiers temporaires. Donc je reviens voir mon projet et bon, c'est un peu décevant, il reste encore pas mal de choses. Si on évalue ça, on a ici, c'est pas ça. Voilà, on a ici 18 fichiers, 5 dossiers. C'est déjà un petit peu mieux, mais malheureusement, cette commande Clean Target ne nettoie pas complètement le projet. En fait, c'est buggé, on peut dire. Ils n'ont pas fait le boulot complètement. Donc, on va devoir le terminer à la main. Ici, il faut encore supprimer celui-là, ce répertoire, celui-ci, celui-ci. Voilà, dans le répertoire source, on vérifie qu'on n'a bien que notre code source à nous. Et je voudrais aussi vous parler de ce fichier project.uvgeeks.player. Alors, c'est un fichier qui mémorise les préférences de l'utilisateur vis-à-vis de l'interface graphique, le GUI, GUI.
et ce fichier est affecté à un utilisateur particulier. Ici, ça, player, c'est un nom d'utilisateur. Bon, ça encombre inutilement les archives, hein. Moi, je conseille de ne pas le conserver. En plus, c'est un petit piège, hein, parce que moi, j'ai vu des étudiants qui avaient pompé le projet d'un autre binôme et ça laissait une trace écrite, ce qui fait qu'on pouvait savoir d'où venait le projet parce qu'ils avaient tout archivé, y compris le fichier en question. Donc, ce fichier n'est absolument pas nécessaire à la poursuite du projet, donc je l'efface aussi. Voilà, là, j'ai fini mon ménage. Et j'en suis à 10 fichiers, un dossier pour un encombrement de disque de 68 kg. Donc là, je serai prêt pour faire un zip bien propre de mon projet. Alors, voilà, 10 kg une fois comprimé. Alors vous allez me dire, mais vraiment, c'est des toutes petites tailles de fichiers, c'est pas le coût du stockage qui pose problème. Et je vais dire, effectivement, le coût du stockage, c'est pas un problème. Mais il faut savoir que des données inutiles qui sont archivées vont vous coûter plus tard l'effort de trier ce qui est utile de ce qui n'est pas utile, ce qui est précieux de ce qui n'est pas précieux. Donc ce n'est pas tellement le coût du stockage qui importe, mais le coût de la gestion ultérieure du fardeau de données superflues. Donc la bonne pratique consiste à ne stocker que ce qui est nécessaire. Donc à présent, je vais vous présenter la manière moderne d'aborder le problème. Pour cela, je me suis installé dans le bunker souterrain ultra secret d'où nous contrôlons toutes les activités des bureaux d'études ch'ti pour le monde entier. Une première idée qui pourrait venir à l'esprit, c'est tout simplement de créer un dépôt Git contenant les archives zip faites avec la méthode que j'ai présentée juste avant. Donc là, on a un dépôt Git qui est reconnaissable au répertoire .git qui contient quelques zips. Eh bien ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Il faut tourner le dos au passé. On ne peut pas gérer des zips, des étapes du projet de cette manière sous Git. C'est une mauvaise pratique. Voilà. Pourquoi c'est une mauvaise pratique? Parce que ça ne sert absolument à rien d'avoir un système de gestion de version qui nous obligerait quand même à aller décomprimer une archive pour voir chacune des versions. Enfin bon, ça n'a vraiment aucun intérêt. Bon, là on pourrait se dire, profitons de Git pour avoir à un instant donné une seule version du projet, c'est-à-dire que toutes les archives des versions précédentes sont conservées dans l'historique de Git, et sur le commit courant, on a une archive. Bon, ça pourrait marcher, mais vraiment, c'est une mauvaise compréhension du principe, puisque là, à chaque fois, pour travailler, il faut le décomprimer, et pour faire un commit, il faudrait le recomprimer. Donc non, je ne veux pas voir ça. Voilà, c'est mauvais. Bon, voici un autre exemple où là, on a des répertoires pour chaque projet, des répertoires qui sont donc ouverts, dans lesquels on peut naviguer, et qui sont gérés sous Git. Bon, franchement, c'est pas une très bonne idée. C'est pas aussi catastrophique que les précédentes, mais on ne profite pas des possibilités du système de gestion de version, puisqu'on doit encore avoir des répertoires dupliqués pour chaque étape du projet. Alors je vous rappelle que la duplication de l'information, ça devient vite un fléau. La redondance, c'est quelque chose qu'il faut éviter autant que possible. Donc franchement, bon, not bad, mais bon, c'est pas terrible. Je vous conseille pas de faire ça. Bon, voici quelque chose qui tient un peu plus la route. Dans notre dépôt Git, nous avons un répertoire pour chaque étape du projet, mais toute l'évolution, tout l'historique de chacune des étapes est géré par Git, dans l'historique de Git. En outre, on a pris soin de mettre dans un répertoire séparé les fichiers qui sont communs à toutes les étapes pour ne pas avoir à les dupliquer. Sachant qu'ils peuvent quand même évoluer au cours du temps, puisque ce répertoire va être géré par l'historique, il peut très bien avoir une évolution dans ces fichiers communs. Donc ça, c'est pas mal. Soyons même positifs. Allez, on va dire que c'est bon, à condition d'être bien géré.
C'est quand même un petit peu lourd, mais en fait, on va avoir recours à cette méthode si les étapes du projet sont suffisamment différentes les unes des autres pour justifier qu'elles existent dans des répertoires séparés. Donc le plus élégant, ce serait d'avoir quelque chose d'entièrement intégré. Un seul projet qui, au travers de l'historique de Git, contienne toutes les étapes et toutes les versions de chaque étape. Ça, ce serait super good. Bon, on n'y est pas encore, mais je vais le construire pas à pas devant vous. Donc là, je suppose que je suis à l'étape 1 du projet et je décide de mettre en œuvre une gestion sous Git extrême. Donc vous voyez, ce projet, bon, il est encombré de tous les fichiers temporaires, mais là, je suis dispensé de faire le ménage. Vous allez voir comment. Donc je vais commencer par construire un dépôt Git sur ce répertoire. Voilà. Donc là, j'ai fait apparaître le répertoire.git dans le projet lui-même. Hein. Contrairement aux exemples précédents où les projets étaient des sous-répertoires du dépôt Git, là, puisque j'ai un seul projet, eh bien, le projet est le dépôt Git lui-même. La phase suivante va consister à peupler ce dépôt avec la commande git add. Alors, je vais commencer par les fichiers de projet, project.uv étoile. Pardon. Très souvent, je fais un git status pour voir où j'en suis. Et je vois que j'ai ajouté ces trois fichiers à la gestion de version. Alors là, bon, tout à l'heure, j'ai dit que celui-ci, la UVGX, c'était pas une bonne idée de le gérer, mais là, je m'en aperçois trop tard. Bon, ça, c'est pour vous montrer comment on peut rattraper le coup. Si je me contente de l'effacer avec une commande système, ça va créer une incohérence, hein, et Git va protester. Ce que je peux, c'est demander à Git de l'effacer lui-même avec la commande git rm. Vous allez voir ce qui va se passer. Et il ne veut pas le faire. Hein. Il me dit error, the following file has changes staged in the index. Bon, cette phrase un peu compliquée, elle veut dire que il ne veut pas faire une action irréversible. C'est-à-dire que la commande git rm, elle accepte de supprimer des fichiers à condition que ces fichiers soient déjà archivés dans l'historique. Mais là, comme je n'ai pas encore fait de commit, ce fichier-là n'a pas été archivé dans l'historique, mais j'ai demandé qu'il soit suivi, et maintenant je veux le détruire. Donc c'est contraire au principe, hein, d'action non destructive. Donc il m'empêche de faire ça, enfin du moins il me dissuade de le faire. Hein. Je pourrais forcer avec l'option "-f", ou je pourrais simplement lui demander de le retirer de la liste des fichiers suivis. Alors pour ça, il faut utiliser l'option "-cached". Donc c'est ça que je vais faire, hein, tout simplement. Je veux annuler l'effet du add. Git rm -cached. Et voilà. Donc là, je vous rassure, le fichier n'a pas été effacé physiquement, mais même s'il était, c'est pas grave d'ailleurs, mais de toute façon, c'est pas le but. Cette commande le retire simplement de la liste des fichiers qui sont suivis par Git. Vous voyez que si je fais un status, je vois que j'ai plus que ces deux-là dans les new files. Et dans les untracked files, il est arrivé là, lui. Hein. Donc il n'est pas effacé. Bon, maintenant, il faut évidemment ajouter tout notre code source qui est dans le répertoire src. Alors, est-ce que je suis sûr qu'il n'y a que mon code source dans ce répertoire, que je veux tout garder? Bon, peut-être je vais faire
petite vérification. Hein. Voilà, bon là je vois une liste de fichiers .s, .h, .asm, .c. Bon, ça c'est tout ce que je veux garder, donc là je peux y aller sans crainte. Git add src. Un petit coup de git status pour voir. Et là, bon, ben, je vois que j'ai une situation qui n'est pas trop mauvaise. Hein. J'ai demandé le suivi de tous mes fichiers sources, plus les 2 fichiers de projet Kale. Et tout ce qui reste là, ben, je peux vérifier minutieusement que ce sont que des choses temporaires qui ne m'intéressent pas. Donc cette étape est importante. Si vous négligez cette précaution, vous risquez soit d'oublier des fichiers précieux, soit au contraire d'encombrer votre dépôt Git avec des choses inutiles. Et comme je vous ai dit, hein, l'encombrement, c'est pas seulement une question de coût de stockage, c'est vraiment une question de coût futur de gestion des données. Il y a une commande très importante à connaître, c'est celle qui vous permet d'avoir la liste des fichiers qui sont actuellement suivis par la gestion de version. Bon, pour l'instant, là, je les ai en vert sur mon écran parce que ils sont nouveaux. Je viens de les introduire. Bon, dans le futur, je ne pourrai pas les voir de cette façon-là. Donc, la commande qui permet de le faire, c'est git ls-files. Donc, git ls tout court, ça n'existe pas, sans doute pour éviter un conflit avec autre chose. Donc, c'est ls-files. Voici la liste des fichiers qui sont suivis actuellement. Bon, maintenant on est prêt pour faire le premier commit avec toujours les options A et M systématiquement et toujours un message. Bon, là il s'agit de étape 1 en cours. Voilà. Un petit git status pour voir où on en est. Et donc là, il me met seulement la liste des fichiers non suivis. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, le seul moyen de savoir qu'est-ce qu'on a dans nos archives, c'est git ls-files. Bon, à présent, je vais simuler l'évolution du projet vers l'étape 2 qui va impliquer la création d'un fichier de code supplémentaire. Bon, là, je le copie pour gagner du temps, hein, mais on peut supposer qu'on l'a codé à la main. Ça impliquait aussi une évolution du fichier main. Voilà, donc là j'ai mis une nouvelle version de main. Et je vais mettre mon projet Kale à jour. Je dois indiquer à Kale qu'il y a un nouveau fichier source à prendre en compte. Celui que je viens d'ajouter. Voilà. Je compile. Tout va bien. Il y a quelques warnings, mais bon, c'est bon. Je reviens à ma gestion de projet et bien sûr, je fais un git status. Pardon. Git status. Eh bien, ça ne marche plus. Voilà, et il me dit que j'ai modifié le fichier main.c. Bon, ok, et là je suis tenté de faire un commit, mais bon, ce serait une bêtise, hein, parce que j'ai ajouté aussi un fichier source, là, cosinus2pi.s, qui n'est pas géré par Git. Donc là, si je fais un commit, ben, j'aurais, sans le savoir, créé un état du projet inutilisable. Hein. Donc il faut être attentif à éviter ça. Et vous voyez, l'un des problèmes qu'on a dans cet exemple, hein, c'est que le fichier qui est important, là, il est noyé au milieu des fichiers superflus. Donc un peu plus tard, on va voir comment remédier à cela. Bon, en attendant, je vais évidemment ajouter exactement celui dont j'ai besoin. Voilà, donc là j'ai un new file et un modified. Je suis prêt pour faire un commit.
git-am. Et ça, c'est l'étape 2 qui a été compilée et simulée. Je suppose que c'est OK. Arrivé là, il serait intéressant de voir la liste de nos commits. Pour ça, nous avons la commande gitlog. Alors, je vous conseille gitlog avec l'option ---- one line. Je vais y arriver. One line, ça veut dire une ligne par commit. C'est plus lisible, à mon avis. Donc là, j'ai 2 lignes pour mes 2 commits. Le plus récent en haut. Et vous voyez, j'ai ici une indication head master. Alors, le master, c'est un nom de branche. Par défaut, quand il n'y a qu'une seule branche, elle s'appelle master. C'est juste le nom par défaut qui a été donné par la commande git init. Et head, ça veut dire que c'est la branche sur laquelle on est en train de travailler, enfin plus exactement le commit sur lequel on est en train de travailler, c'est-à-dire sur lequel va se baser le prochain commit. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Chaque commit est relatif à un commit par an. Donc le prochain commit que je vais faire va être relatif à celui-ci. Avant d'aller plus loin, on va mettre quelques petits détails au propre. Alors, premier point, le nom du répertoire ici mentionne l'étape 1. Or, je suis déjà à l'étape 2. Il faut absolument éviter des noms trompeurs. Ça, c'est un piège redoutable. Donc, c'est bad. On va tout de suite arranger ça. J'ai parfaitement le droit de renommer un répertoire qui contient un dépôt Git. Simplement, je dois éviter des conflits avec d'autres programmes. Donc, je vais quitter Kale pour être sûr de ne pas le déstabiliser. Ici, mon shell, pareil, il faut que soit je le ferme, soit je remonte au répertoire au-dessus. Bon, là, je pourrais renommer mon projet avec le shell ou avec l'explorateur Windows. Bon, c'est égal. Bon, tout simplement, il va s'appeler mon projet tout court puisqu'il va contenir toutes les étapes. Donc maintenant, voyons si on n'a pas perturbé Git. Il n'a pas l'air plus perturbé que ça. Donc, on peut parfaitement renommer un répertoire contenant un dépôt Git. On peut le déplacer sur le disque, on peut le copier sur un autre disque, sur une clé USB, où on veut. Il va toujours voyager avec son historique, bien sûr à condition que le répertoire .git soit intact. Bon, deuxième opération de nettoyage. Vous voyez que dans la liste des untracked files, on a beaucoup de choses qui nous encombrent. On a tous les fichiers LST. On a un fichier SCVD qui est l'historique de session de debug. Bon, ces choses-là, on ne va pas les effacer du disque puisqu'ils vont de toute façon être réécrits à chaque fois qu'on compile le projet. Mais par contre, on va demander à Git de les ignorer. Pour ça, on va créer un fichier .gitignore. Pour donner la liste de ce qu'on demande à Git d'ignorer. Bon, là, je fais ça avec l'éditeur VI, mais enfin, vous pourriez faire ça avec Notepad++ aussi bien, ou n'importe quel éditeur. Donc là, je vais lui demander d'ignorer les LST et les SCVD. étoile.lst, étoile.scvd. Voilà, donc je viens de créer un fichier .gitignore qui joue bien son rôle, puisque les fichiers que j'ai demandé d'éliminer ne sont plus dans la liste des untracked. Par contre, gitignore lui-même est apparu. C'est peut-être une bonne idée de l'incorporer dans la gestion.
Voilà, et on va faire un commit pour ça. Étape 2, clean. Nous avons maintenant 3 commits. Nous allons maintenant nous intéresser à une possibilité fantastique du système de gestion de version, qui est la possibilité de remonter le temps, de revenir en arrière, revoir une étape qu'on a franchie dans le passé. La commande qui permet de faire ça, c'est la commande checkout. Je peux donner à checkout la référence d'un commit ou le nom d'une branche ou le nom d'un tag. Bon, je voudrais revenir à l'étape 1, donc je vais lui copier l'identifiant du commit. En fait, c'est un identifiant abrégé, hein. Le vrai est beaucoup plus long, mais quand il n'y a pas d'ambiguïté, on peut se contenter de donner un identifiant abrégé d'environ 7 caractères hexadécimaux. Bon, il me met plein d'avertissements, mais ça, c'est vraiment pas grave. Ce qui est intéressant, c'est de voir où on est maintenant. Et je vois que maintenant, je suis sur l'étape 1, hein, c'est le head qui m'indique où je suis. Je suis sur l'étape 1, mais les autres étapes ont disparu. Bon, c'est un petit peu inquiétant. Si je regarde dans mon code source... ici, ben, je me retrouve bien dans l'étape 1. Hein. Je vais même essayer de le compiler pour voir s'il marche encore. Hein. Mais avant ça, je vais vous montrer un truc, c'est que en fait, les autres commits n'ont pas du tout été effacés. Simplement, par défaut, la commande gitlog nous donne seulement les ancêtres du commit courant. Si je veux les avoir tous, je vais ajouter l'option --all. Voilà. Et là, bon, tout est revenu en ordre. Donc je vois que ma branche master arrive jusqu'à l'étape de clean, mais que je suis actuellement sur l'étape 1. Donc, je vous conseille d'utiliser toujours la commande gitlog avec --oneline--all pour savoir exactement où vous êtes dans l'ensemble des commits du projet. Bon, je vais recompiler le projet, histoire de vérifier qu'on ne l'a pas cassé. Bon, ça a l'air d'aller. Je vais faire une petite session de debug, vous allez voir pourquoi. Hein, j'essaie de me placer dans un contexte réaliste. Bon, je vais mettre un breakpoint quelque part là-dedans. Voilà. Je vérifie que ça marche. Ok, bon, supposons que je suis content. J'ai vu ce que je voulais voir. Maintenant, je fais un retour en arrière. Enfin, plutôt un retour en arrière du retour en arrière, c'est-à-dire que je vais retourner vers l'avant. J'espère que tout le monde a suivi. J'étais retourné en arrière, donc maintenant, je vais revenir sur l'étape 2. Alors là, pour mon git checkout, je pourrais lui donner l'identifiant du commit où je veux aller, ou simplement le nom de la branche. Et là, j'ai fait une grosse imprudence. J'ai fait un checkout pour revenir à la branche master, c'est-à-dire au dernier commit le plus récent, sans faire un git status avant. Et là, j'ai une petite ligne qui m'indique qu'un fichier avait été modifié, mais ça pourrait passer inaperçu. Bon, je fais un git status pour savoir où j'en suis. Et il me dit bien modified project.uvoptex. Et je suis bien revenu sur l'étape de clean. Alors là, je suis vraiment embêté parce que ce fichier de projet, je l'ai modifié involontairement, tout simplement en faisant une simulation.
Donc il faut savoir que l'IDE Keil, il peut modifier ces fichiers-là sans nous prévenir, hein, dans le but de mémoriser la situation de notre projet, mais ça peut perturber notre gestion de version. Là en particulier, qu'est-ce qui va se passer si je fais un commit après avoir fait une modification sur l'étape 2? Je vais mémoriser dans ce commit une version de ce fichier qui vient de l'étape 1 et qui avait été modifiée involontairement. Alors ça, c'est un incident vicieux qui peut arriver chaque fois que vous déplacez la tête du projet, hein, chaque fois que vous faites un checkout ou un pull, sans avoir vérifié que tout était en ordre. Donc chaque fois que vous voulez faire un checkout ou chaque fois que vous voulez faire un pull, c'est-à-dire récupérer quelque chose qui est sur un serveur, faites d'abord un git status pour vérifier qu'il n'y a pas de fichier modifié en attente. Maintenant que je suis piégé, j'ai encore une solution. Je peux demander à Git de remettre la version originale de ce fichier-là, puisque je veux oublier cette modification hein, qui ne m'intéresse pas, elle est apparue involontairement. Donc la commande pour remettre un fichier dans l'état, c'est encore la commande checkout avec tiret et le nom du fichier. Alors pourquoi tiret? C'est parce que normalement le premier argument de git checkout c'est un nom de commit ou de branche, mais là je veux simplement lui dire le commit courant. Donc je lui demande de remettre dans le fichier en question les données qui se trouvent archivées pour le commit courant. Donc maintenant si je fais un git status, je vois que il n'y a plus rien de modifié. Donc là, je peux reprendre mon travail calmement. Je n'ai plus d'incohérence. Donc j'aurais dû faire un git status avant de faire mon checkout, mais de toute façon, je serais arrivé à la même conclusion. J'aurais dû annuler cette modification involontaire en faisant un git checkout --. Maintenant, nous allons explorer un petit peu la notion de branche. Alors, une branche, au moment où vous la créez, c'est juste une étiquette que vous collez sur un commit. Donc, une branche se colle sur un commit existant. Bon, là, pour rendre mon projet un peu plus commode, je vais mettre une étiquette étape 1 sur le dernier commit de l'étape 1. On va faire ça comme ça. Donc là, je vais désigner le commit par son code hexadécimal. Voilà, et je vois ici apparaître un nom de branche sur ce commit. Donc la prochaine fois que je voudrais retourner là, je pourrais désigner ce commit par le nom étape 1. Allons-y justement. Voilà, je suis là. Alors maintenant, supposons que je veuille faire une modification de l'étape 1, ce qui justifierait l'existence d'une branche, au sens végétal du terme. Donc allons faire une petite modification sur cette étape 1. Alors, une chose importante que j'ai oublié de dire, chaque fois que vous vous apprêtez à faire un checkout ou un pull, il faut absolument fermer tous les outils, en particulier l'IDE Keil, parce que sinon vous allez modifier tous les fichiers qui sont déjà ouverts dans Keil sans qu'ils soient prévenus. Donc soit votre système d'exploitation va protester, soit vous allez mettre l'IDE dans un état incohérent. Donc soyez prudents, hein, je l'ai fait sans le dire. Chaque fois que vous voulez naviguer dans l'historique de vos projets avec checkout ou que vous voulez le mettre à jour par rapport au serveur avec pull, fermez l'IDE et tous les éditeurs qui pourraient avoir des fichiers ouverts. Bon, voilà, là je vais faire juste une petite modification qui
coûte pas cher, hein, mais il suffit de modifier seulement un caractère et c'est considéré comme une mise à jour. Sorry. Voilà, j'ai un fichier modifié. Ben, je vais faire un commit. Étape 1. Ultra. Voilà qui est fait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà la liste des commits. Et alors, vous voyez que le commit que je viens de faire, il porte l'étiquette de la branche étape 1, hein, qui était auparavant sur ce commit-là. Donc, ce qui se passe, hein, c'est que une branche, c'est simplement une étiquette qu'on colle sur un commit et qui va accompagner les commits qui descendent de celui-là. Bon, là, c'est pas très clair, mais si on demande la vue graphique, on a ici un petit graphique en ASCII, hein, qui nous montre que nos deux branches ont un ancêtre commun, hein, qui est étape 1 en cours, voilà. Et bon, c'est ça qui rend les choses compréhensibles. Donc là, si je continue à travailler à partir d'où je suis, ben, je vais prolonger cette branche, hein, qui est partie de étape 1 en cours et qui porte le nom de branche étape 1. Par contre, si je continue sur la branche master, eh bien, je pourrais ajouter par exemple d'autres étapes ou continuer l'étape 2. Voilà, donc vous voyez que ce n'est pas si compliqué que ça, les branches. Et bien sûr, pour changer de branche, il suffit de faire un checkout avec le nom de branche. Bon, la démo est presque finie, mais avant d'aller plus loin, je voudrais attirer votre attention sur deux documents qui résument bien ce que vous avez besoin de savoir sur Git. Alors sur celui-ci, voilà une jolie illustration qui vous montre la vie des branches, hein. Vous pouvez voir qu'ici, on a une branche qui se sépare, et ici, elle se rejoint, enfin, les deux branches se rejoignent avec une opération qui s'appelle merge, qui est vraiment délicate, donc on ne va pas l'aborder pour le moment. Sinon, dans cette documentation, vous allez trouver des éclaircissements sur les concepts, très résumés, hein, et sur toutes les commandes que vous pouvez vouloir utiliser, par exemple la commande checkout pour remonter le temps. Un autre document intéressant, rédigé par un étudiant de l'INSA, est celui-ci qui est en anglais, comme ça vous permettra de voir la correspondance avec le vocabulaire français. Voilà, ça a été fait par Romain Choulot. Voici les adresses de ces deux documents que j'essaierai de vous faire parvenir aussi par d'autres moyens. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce n'est pas un handicap d'avoir en ligne seulement une version du projet, hein, je veux dire, il y a des gens qui seraient peut-être contents de revenir à une formule permettant d'avoir accès en parallèle à plusieurs étapes du projet, ce qui semble exclu avec la méthode que je viens de présenter. Alors, c'est pas complètement exclu. Rien ne vous empêche de faire des copies de ce répertoire et de faire des check-out dans chacune pour avoir différentes étapes du projet. En fait, ça consiste à faire des clones du projet. Cette possibilité est tout à fait illimitée. C'est aussi ce qu'on fait quand on fait un clone d'un projet depuis un serveur. Alors à ce propos, je voudrais attirer votre attention sur le fait que le serveur ne conserve que le répertoire .git et son contenu. Tous les fichiers du répertoire de travail, hein, ce qu'on appelle le working tree, sont générés à la demande quand vous naviguez dans le projet. Hein, autrement dit, quand vous naviguez dans un projet sur GitHub, eh bien, il fait des check-outs sans vous le dire chaque fois que vous choisissez une branche ou un commit. La question qu'on peut se poser, c'est donc, il semble bien que toute l'information soit contenue dans ce répertoire .git. Alors, je vais vous en donner la preuve. Je vais faire un clone local de ce projet.
Voilà, je crée un répertoire que j'appelle clone. Dans ce répertoire, je copie... Ah, qu'est-ce qu'il me fait là? Je copie le répertoire .git. Ici. Voilà. Et là, je vais ouvrir le shell Git sur ce répertoire. Alors, première chose qu'on observe, il sait qu'on est à l'étape 1 parce que le dernier checkout que j'avais fait était sur l'étape 1. Si je fais un ls, il n'y a rien. ls-a, j'ai bien mon .git. Donc, comment est-ce que je peux maintenant obtenir les données sous forme de fichiers compilables, exécutables, etc. C'est bien la commande checkout, mais il y a une petite précaution à prendre. Si je fais simplement un checkout avec un nom de branche ou de commit, il va me reconstituer seulement une partie du working tree, ce qui fait la différence par rapport à l'état où il croit que je suis. Parce qu'il va minimiser les accès disques dans un souci d'efficacité. Donc là, il faut que je dise à Git que je veux qu'il me mette à jour tous les fichiers et pas seulement ceux qui seraient différents. Donc là, je vais faire un tiret-tiret pour dire que je ne souhaite pas changer de branche et je vais dire que je veux tous les fichiers à jour. Et là, je vais retrouver mon working tree au complet. Si je fais un git status, nothing to commit, working tree clean, ça veut dire que je peux travailler, je peux compiler mon projet. Voilà, je l'ai reconstitué à partir du répertoire .git sur un commit particulier. Ça c'est long à taper, donc moi je l'utilise sous forme d'un alias. Voilà, donc je vous conseille le coup de l'alias. Ça permet vraiment de gagner du temps. Donc là, je vois que toute mon arborescence est là. Pour l'instant, je suis sur l'étape 1. Je vais retourner vite fait sur l'étape master. Voilà, maintenant, je suis sur l'étape master. Je suis prêt pour l'étape 3. Et franchement, là, on a la maîtrise. On est super good.